Me voilà, me voilà. La voici, la voilà. Salut Myriam. Salut! Donc, on a tout été en place pour qu'on puisse débuter, Myriam. On va commencer juste par souhaiter la bienvenue à tout le monde. Bon jeudi. Bon troisième midi webinaire. On est vraiment content de vous avoir. On voit que vous commencez à vous connecter via Zoom, via Facebook Live. Donc, vraiment content. On a commencé un peu ce concept-là d'inviter des entrepreneurs dynamiques comme Myriam qui ont des projets un peu différents, mais toujours avec une certaine, je dirais, vision environnementale ou en tout cas un certain attention pour des pratiques éco-responsables pour les gens à Gaspésie. Donc, on a vraiment lancé cette série-là, les midis webinaires, sans trop de grandes attentes. Puis, ben, coudonc, Myriam, il faut croire que tu es une grande personnalité de la Gaspésie. C'est clairement notre midi webinaire le plus populaire. On avait plus de 165 personnes tout à l'heure quand j'ai vérifié qui étaient intéressés par l'activité. Donc, merci d'être avec nous, Myriam. C'est super précieux d'avoir des gens comme toi qui viennent nous parler au micro puis partager un peu leur vision. On va venir à toi dans quelques instants. On va aussi vous inviter à vous présenter si vous êtes, comme c'est un webinaire, on ne vous voit pas. Donc, vous pouvez peut-être nous faire un petit coucou, nous dire de où vous êtes, qui vous êtes, puis aussi de quelle organisation. Bien, nous, c'est tout le temps le fun de savoir à qui on présente dans le cadre de nos webinaires. Puis aussi, si vous avez des questions, c'est l'avantage d'avoir Myriam avec nous aujourd'hui, c'est de l'adresser directement sur le chat si vous êtes avec nous via Zoom. Si vous êtes avec nous via Facebook Live, dans la section commentaires, rien de plus simple. Donc, ça va nous permettre à la fin de l'enregistrement de pouvoir prendre les questions puis échanger avec Myriam si vous avez des questions de ce côté-là. Sinon, j'ai oublié de me présenter. Je suis Dominique, agent du Fonds Éco-Leader pour la région de la Gaspésie. Si vous n'avez pas encore entendu parler du Fonds Éco-Leader, vous êtes une entreprise d'économie sociale. Je vous invite vraiment à me faire signe ou à aller chercher plus d'informations. C'est un nouveau programme gouvernemental depuis l'automne passé. Et grâce au Fonds Éco-Leader, on peut offrir cette série de webinaires qui met justement en vedette des entrepreneurs, des entreprises de la Gaspésie qui ont une certaine vision en matière de développement durable, de pratiques éco-responsables. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe, ça va nous faire plaisir. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais me diriger juste un petit instant, le temps de bouger ça ici. Myriam, est-ce que tu te sens prête? Oui, oui, absolument, oui. Super. Myriam, je pense qu'on commence tout le temps de la même façon nos midi webinaires. On aime tout le temps savoir c'est qui tu es, puis c'est quoi un peu ton histoire. Puis, tu sais, en faisant un peu de recherche sur toi avant de partir le midi webinaire, tu sais, j'ai trouvé toutes sortes de chapeaux descriptifs pour te décrire. Ça me faisait vraiment rire. On avait cuisinière nomade, cuisinière roulante, propriétaire d'un atelier, camion, laboratoire, conserverie mobile, experte des conserves. Puis j'ai même vu artiste de la mise en pot. Fait que là, définitivement, tu as pas mal plus de chapeaux que moi. Est-ce que, c'est qui Myriam Larouche-Tremblay? Puis comment tu en es venu à dire, je vais partir un projet d'entreprise, je vais partir une entreprise à bord d'un camion, puis je vais transformer des légumes? Je pense que tous ces chapeaux-là, c'est un peu typique de quand on démarre une entreprise. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé peut-être de définir ce que je faisais, puis je trouve ça vraiment le fun, en fait, de lire tous ces chapeaux-là au fur et à mesure qu'on me pose des questions sur mon projet. Ce que ça démontre, c'est que c'est peut-être un petit peu atypique comme entreprise. Et puis, oui, parfois, c'est un petit peu difficile de définir exactement comment je m'appelle finalement. Écoute, on pourrait passer à 45 minutes à expliquer juste pourquoi, quelle idée, pourquoi un camion roulant. Je vais dire quelques mots là-dessus. Moi, j'ai toujours aimé les conserves. J'ai commencé à en faire quand j'étais à l'université. J'ai toujours aimé faire ça. J'ai toujours aimé cuisiner. J'ai une grosse famille. J'aimais vraiment beaucoup faire des plats pour tout le monde. Et donc, ça, c'est toujours resté dans mon parcours. Et puis, dans les 5 dernières années, je dirais peut-être même 10 dernières années, mon objectif de vie, c'était un petit peu de revenir à... en fait, je ne suis pas la seule en ce moment, on le voit beaucoup, là, de revenir aux sources, entre guillemets. Donc, travail saisonnier, plus près de l'agriculture et tout ça.
Donc, j'ai quitté mon emploi dans un bureau à Montréal que j'aimais quand même pour m'installer en Gaspésie, puis travailler. Donc, j'ai été travailler sur des fermes pour apprendre l'agriculture. J'ai été cuisinière de camps forestiers en Ontario. Et puis, à ce moment-là, on cuisinait dans un autobus qui était transformé en cuisine. On était 2 cuisiniers, puis on nourrissait une centaine de planteurs, pendant 60 jours consécutifs. Donc, en revenant pour ma saison de maraîchage, je me suis dit, ben coudonc, si j'ai pu cuisiner pour autant de monde à fond la caisse, comme on dit, dans un autobus converti, ben pourquoi je me ferais pas une cuisine commerciale dans un camion? Parce que ici, bon, mais là, j'imagine que tout le monde qui nous écoute habite en Gaspésie, mais le territoire est assez vaste, puis la population est quand même assez répartie, je ne sais pas comment dire, mais il n'y a pas beaucoup d'agglomération, bref. Donc, la seule cuisine commerciale vraiment que j'aurais pu louer était à Chandler, à l'école des pêches. Il y a quelques cuisines de restaurants que j'aurais pu adapter, mais c'est l'été, tout le monde est à plein. Donc, le premier élément, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit disponible pour faire un projet comme ça. Puis moi, je me suis dit, bon, mais regarde, j'investis sur un camion. Au pire, ben, je le revendrai, puis on commence comme ça. Fait que ça a été ça un peu, puis c'est vraiment en voyant les légumes sur le tas de compost, parce que moi, j'aime ça cuisiner. Je voyais que c'était une belle matière. Fait que, je faisais des conserves pendant ma saison de maraîchage. Puis en tout cas, bref, je sais pas comment dire, c'est 10% des idées qui ont mené à ce projet-là, là, mais c'est un petit overview, là. Puis tu sais, est-ce que là, tu dis que tu avais déjà travaillé dans les camps forestiers, fait que tu avais déjà vu le concept de cuisine mobile, mais une entreprise, tu sais, comme la tienne, est-ce que tu avais déjà vu ça ailleurs avant de dire, moi, je m'ajoute un camion puis je pars une conserverie mobile? Non. J'ai cherché, là, mais non. Fait que tu as vraiment décidé de partir puis toi, de faire de quoi que tu n'avais jamais vu. Puis, ben, d'ailleurs, tu dis, c'est pas juste des gens de la Gaspésie parce qu'on voit qu'on a des salutations en direct du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que je pense qui est ta région natale. Fait qu'on salue, c'est Ben, Marie-Claude, peut-être que tu la connais. je sais pas. On a des gens du Saguenay avec nous aujourd'hui. Je sais pas si c'est elle. Une autre question que j'avais pour toi, c'est, je pense qu'une question qui revient souvent, c'est on veut voir ton truck. Les gens veulent savoir, ça ressemble à quoi ton camion? T'sais. Je voyais sur Facebook, tu as même tourné une vidéo pour pouvoir le montrer au monde parce que c'est une question que tu as souvent. Je ne sais pas si tu as réussi, là, on s'est installé rapidement, on a eu des petits soucis techniques avant de commencer, mais as-tu réussi à avoir le PowerPoint pour le partager, pour pouvoir montrer aux gens des images? Oui, je l'ai reçu, mais là, par exemple, je suis sur mon téléphone. Fait que je pensais pas que Bon, c'était peut-être que moi. ça ne fonctionnera pas. On voulait montrer aux gens des images de ton camion, mais je pense que tout est sur Internet. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu qu'est-ce que tu as modifié qu'est-ce que tu as apporté comme modification au camion que tu as acheté? C'est quoi le modèle? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça devienne quelque chose d'adapté pour faire de la conservation de légumes? Ben oui, absolument. En fait, moi, j'ai acheté un camion comme un vieux camion de la Poste. Donc, je sais pas, là, il y en a qui m'ont dit ah, c'est comme la ronde de lait quand on était jeune, ou c'est comme un camion de chips, un camion de pain, un camion de crème glacée, en tout cas, déguisage de couteau. Bref, finalement, il faut croire que c'est des camions qui servent à tout, à tout ça. Et puis, comme il existait quand même pas mal de littérature, entre guillemets, sur les cuisines mobiles, parce qu'à cause des food trucks qui sont de plus en plus en vogue, il y a toutes les cuisines de chantier, justement. Donc, tu sais, je ne suis pas la première à construire une cuisine commerciale dans un appareil mobile. Donc, au moins, je partais vraiment pas de zéro. Puis après ça, moi, je m'étais fait faire des soumissions là, par une compagnie qui fait des food trucks. Mais tu sais, c'était vraiment adapté pour faire des hot dogs et des choses comme ça. Tu sais, oui, il aurait pu adapter ça un peu pour la conserve, mais tu sais, c'était comme jamais vraiment ce que je voulais. Puis les food trucks, ils fonctionnent avec des génératrices parce que tu sais, t'arrives, t'es jamais stationné à la même place, tu n'as pas d'approvisionnement en électricité vraiment. Donc, tu sais, moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait parce que ma cuisine, elle roule, tu sais, pendant l'été, c'est 60, tu sais, des fois, c'est 60 heures par semaine, là, tu sais, qu'on a besoin d'électricité dedans. Fait que je me disais, franchement, tu sais, on va déshabiller Jacques pour habiller Georges, je sais pas trop qui, là, mais on va transformer les surplus de légumes, puis en même temps, on va faire rouler le camion avec du gaz. Fait que, ça m'intéressait moins. Fait que c'est un de mes amis électriciens qui habite dans le bas du fleuve qui
on a jonglé ça ensemble, puis il m'a comme inventé un système là, pour que je puisse brancher mon camion dans une prise de cuisinière. Donc, sur On voit 240 d'ailleurs, tu sais, volts. Là. t'as été une des vedettes là, de la semaine verte. Là, on a bien vu comment ton système, tu te branches vraiment directement chez les fermiers avec qui tu es partenaire. Puis c'est grâce à ça, là, tu peux après ça faire fonctionner ta cuisine. Ben oui, c'est ça, parce que, tu sais, les partenariats que je développe, tu sais, mon objectif, c'est de les développer pour longtemps. Fait que, tu sais, des fois, ben, peut-être, c'est un peu glamour l'idée d'une cuisinière qui se déplace dans son camion, mais tu sais, en réalité, je bouge pas beaucoup dans un été, tu sais, parce que, tu sais, une fois que je suis installée quelque part, tu sais, on fait pas une journée les cocombes à une place, le lendemain, les tomates à l'autre place. Tu sais, c'est des processus qui demandent quand même du temps là, pour la transformation. Donc, quand je développe un partenariat avec une ferme, ben, je fais installer la prise de courant. Puis comme ça, ben, si j'ai besoin d'y aller, ben, je peux toujours me brancher à cet endroit-là. Là. Donc ça, Parce que peut-être pour les gens qui connaissent moins ton projet, toi, tu arrives directement chez les maraîchers avec qui tu as un partenariat, puis tu vas vraiment récupérer des légumes peut-être un peu moins beaux, peut-être des surplus, puis là, tu vas les transformer en ce qu'on pourrait appeler le huitième art, là, des produits fermentés. Fait que peux-tu nous parler un peu de ce côté-là de partenariat avec les différents fermiers pour puis c'est quoi ton produit fini aussi? Parce qu'il n'y a pas juste un camion, hein, il y a tout ce que tu fais aussi comme produit fini puis comme cours en ligne. Oui. Bien, en fait, c'est ça, c'est que le partenariat avec les maraîchers, ça s'étale sur l'année longue parce que ça prend leur collaboration aussi pour être capable de planifier ce qu'on va transformer. Parce que, tu sais, vous imaginez un petit peu les défis techniques, là, que quelqu'un m'appelle le matin pour me dire « Hey, j'ai des cocombes qui vont pourrir aujourd'hui, il faudrait que, tu sais, ça ne marche pas, là. » Tu sais, je veux dire, il faut Viens-t'en quand chez même nous. transformer. Oui, c'est ça. Faut, tu sais, le temps de pacter le camion, tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend quand même beaucoup de légumes pour partir une production, pas juste 15 livres de concombres. Donc, ça prend une collaboration. Puis ce que je transforme surtout, c'est soit des surplus de la récolte. Donc, je donne toujours l'exemple des concombres parce que des fois, il y en a qui disent « Ouais, mais pourquoi les maraîchers en plantent trop? » Mais c'est pas qu'ils en plantent trop, c'est qu'ils doivent en planter beaucoup pour en avoir suffisamment pour tout l'été. Puis chaque légume a son pic de production. Et puis, le concombre, c'est à un moment donné, dans le mois d'août, tous les plants se mettent à produire en même temps. Et puis là, on a un surplus de concombre, mais c'est peut-être pendant une semaine ou deux. Donc, comme c'est un légume qui ne se conserve pas très bien au frigo, ça devient mou, ben, c'est l'exemple parfait de là où j'interviens. Sinon, ça peut être parfois un maraîcher a parti un semis d'un chou, par exemple, puis s'est fait manger par les altises parce qu'il y avait un trou dans son filet ou quelque chose comme ça. Ce chou-là est encore très bon, mais ça ne va pas très bien dans ses paniers ou au kiosque. Donc, des fois, il m'appelle et dit je le récolte-tu pour toi? Tu sais, des fois, c'est un légume qui resterait carrément au champ, parce que ça ne sert à rien de mettre du travail dans un légume qui ne sera pas vendu. Donc, à ce moment-là, moi, je dis oui ou non, puis on s'arrange comme ça. Donc, tu sais, c'est rare que c'est. Tu sais, je ne prends pas nécessairement des légumes qui ont passé, par exemple, 2 jours au marché public puis qui ne se sont pas vendus. Tu sais, on a peut-être cette image-là, mais tu sais, c'est vraiment un travail de collaboration avec les maraîchers pour aller prendre ce qu'eux ne peuvent pas vendre. Puis, dans le fond, ce qu'il faut comme un petit peu comprendre là-dedans, c'est que, tu sais, oui, il y a beaucoup de gaspillage, entre guillemets, sur les fermes, mais, tu sais, c'est vraiment pas là le pire, là, parce que, tu sais, un légume qui pousse et là, finalement, qui ne sera pas vendu puis qui n'est même pas récolté, tu sais, il retourne à la terre, ça fait du compost. Fait que, tu sais, oui, c'est plate, il y a du travail qui a été mis pour le faire pousser, mais tu sais, il n'a pas été emballé, il n'a pas été transporté, il n'a pas été amené dans une épicerie, re-emballé. Tu sais, vous comprenez, il n'y a pas eu de... Tu sais, fait que c'est mieux pour le maraîcher de juste passer la herse dedans puis de planter d'autres choses que de s'enligner dans du vrai gaspillage, là, tu sais. Donc, ça, c'est un élément. Puis l'autre élément aussi, c'est que quand on fait du maraîchage diversifié, donc, tu sais, les fermes biologiques qui font des paniers bio, bien, ils peuvent cultiver jusqu'à 50 sortes de légumes différents. Donc, ça, tu sais, tu as une ferme de carottes, bien, tu sais, tu as 10 hectares de carottes, bien, à un moment donné, les surplus, probablement que tu as fait affaire avec une compagnie qui met des carottes dans sa sauce de spaghetti ou quelque chose comme ça, puis c'est des gros volumes, ça arrive par palette, donc, tu sais, c'est facile, bien, c'est facile. C'est plus facile de planifier la transformation des déclassés dans un contexte comme ça. Mais dans un contexte de maraîchage diversifié,
t'appelles pas une compagnie pour dire « Hey, j'ai 10 bacs de concombres », tu sais. Mais moi, tu peux m'appeler pour me dire ça, puis ça va faire des super bons produits pour le marché local. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est ça, un contexte particulier, puis ça peut juste s'articuler en partenariat vraiment avec les fermes, là. On a eu une question pendant que tu nous expliquais un peu ton concept avec les maraîchers. C'est Dominique qui nous pose. Oh, j'ai eu un petit pop-up qui m'appelle, je vais voir le message. Qui nous pose une question un peu sur justement ton fonctionnement, comment ça fonctionne avec les produits. Tu les transformes, leurs produits, ce sont eux qui les vendent, les produits sur leur label, ou fais-tu ton chiffre d'affaires? Merci, d'eau des îles. Salut, Dominique. Bien, ça dépend, en fait. Au début, c'était plus un service de transformation. Donc, je faisais des produits pour les maraîchers avec leur étiquette. Et puis, évidemment, comme on travaille dans le très petit, tu sais, je veux dire, c'est des grosses fermes avec lesquelles je travaille, moi, je trouve, mais dans l'échelle d'une ferme, tu sais, c'est quand même assez petit. Donc, quand on combinait tout ça, ça faisait pas nécessairement assez de chiffre d'affaires pour moi. Donc, imagine, je développe une recette de salsa, par exemple, puis avec un seul maraîcher, ben, tu sais, finalement, on fait une centaine de pots dans l'année. Ben, tu sais, c'est tout le travail de développer la recette pour qu'elle se vende juste à une place. Donc là, c'est ça. Dans les 2 dernières années, il y a eu un travail comme de réflexion. Puis le partenariat est un peu... je continue d'emballer des produits au nom des fermes, des recettes qu'on a développées ensemble, puis on continue de fonctionner comme ça. Mais maintenant, j'ai aussi mes propres produits d'autour du pot pour être en mesure de faire ma propre mise en marché. Puis l'objectif, c'était de pouvoir transformer tous les surplus qui sortaient aussi. Parce que si j'ai, on va dire, 100 kilos de concombres, puis que le maraîcher, lui, est capable juste de vendre 200 pots de relish, ben, tu sais, on a peut-être un 800 pots là, d'extra, tu sais, ben, c'est vraiment plus que ça, en fait, là, avec les chiffres que je viens de vous donner. Mais, tu sais, bon, mais là, moi, si je peux faire de la mise en marché à ce moment-là, ben, tu sais, on sauve plus de légumes, puis moi, ça assure la pérennité aussi de mon entreprise, là. Bien, on comprend que tu viens vraiment optimiser, permettre aux maraîchers avec qui tu as des partenariats d'optimiser à fond leur production dans les pics là, où ça pourrait devenir un enjeu. Puis moi, une question que j'avais pour toi, Myriam, c'est, tu sais, on est dans le webinaire Les Midis, les éco-responsables, tu sais. En quoi, tu sais, je pense que tu as Oui, oui. exploré déjà un certain concept, mais tu sais, en quoi ton entreprise, pour toi, elle se démarque, tu sais, puis que c'est vraiment plus éco-responsable, par exemple, de qu'est-ce que tu as pu voir ailleurs dans d'autres systèmes? Mais comment je pourrais t'expliquer? C'est drôle, on en a parlé de façon super informelle. Puis là, j'ai dit aux gens que ça serait informel comme webinaire. Puis là, j'ai comme plus, me sens plus comme dans une entrevue. C'est peut-être parce qu'il y a du monde qui nous regarde. Fait que là, on dirait que j'ai de la misère à le sortir comme je t'en ai parlé, là. Mais tu sais, Ben, quand on s'en était parlé, c'est ça qui était très, très drôle, tu sais, parce qu'on fait toujours un peu une préparation, tu sais, au webinaire. Tu m'avais dit, tu sais, moi, je le vois pas comme environnemental, mon entreprise, puis c'est ça que je trouvais intéressant. C'est que toi, ton entreprise, c'est surtout une façon de reconnecter toute la communauté, puis c'est un projet social pour toi. Mais clairement, il y a peut-être des avantages environnementaux. Toi, qu'est-ce que tu vois sur le terrain? ben, c'est sûr que mon projet a des avantages environnementaux, puis tu sais, ça serait pas honnête de dire que je pense pas à l'environnement quand je fais mon projet, c'est sûr. Tu sais, moi, mais, tu sais, j'ai une éthique environnementale, puis j'essaie de la respecter là, autant que possible dans cette voie-là que j'ai choisie d'entreprise, qui n'était pas au départ mon choix numéro un. Tu sais, il y a 10 ans, quand j'ai décidé de reconnecter avec tout ça, je ne m'imaginais pas nécessairement à la tête d'une entreprise, mais j'ai choisi cette voie-là, puis j'essaie de respecter mon éthique à travers ça. Mais, tu sais, mon projet, c'était, je sais pas comment dire, c'est ça fait vraiment sens pour moi de prendre des légumes qui iraient au compost, de les cuisiner, de faire ce que j'aime aussi, tu sais, parce que j'ai pas choisi une voie que j'aime pas, là, tu sais, c'est ma passion, développer des produits, faire des conserves, puis tout ça. Puis dans le fait de le faire en circuit court, dans le fait de pas devoir transporter des légumes justement super loin pour les transformer, pour les ramener, euh, tu sais, le fait que j'ai monté ma propre infrastructure, tu sais, ça m'a permis de respecter cette éthique-là, tu sais, dans un sens, parce que le projet me ressemble, tu sais, puis c'est comme ça que moi j'ai envie de vivre, là. Fait que, tu sais, c'est un projet humain aussi, tu sais, puis on dirait que l'environnement, tu sais, ça serait ridicule d'avoir tout fait ça pour polluer, tu sais. Tu sais, travailler avec des fermes bio, tu sais,
mettre ça dans un camion, que ce soit le plus de proximité possible, faire de la mise en marché de proximité, etc. Donc, c'est sûr. Mais tu sais, je peux peut-être donner un exemple, Dominique, qui va éclairer la situation. Tu sais, exemple, j'ai choisi de vendre des produits, tu sais, comme plus à l'unité, entre guillemets. Tu sais, donc, j'ai des plus gros formats là, tu sais, disponibles, mais tu sais, ce qui se vend en ce moment, c'est plus des formats de 350 millilitres. Puis là, au début, je voulais instaurer une consigne. Je t'en avais parlé là, à un moment donné, on s'était Ouais. rencontrés pour le fonds Eco-Leader. Puis, tu sais, c'était vraiment complexe. Puis, tu sais, la consigne, c'est bien, mais ça oblige aussi les gens à acheter toujours ton produit. Tu sais, parce que aujourd'hui, les consignes, ben, tu sais, si on avait tout le même pot pour toutes les entreprises, ben, ça marcherait. Comme les bouteilles de bière, tu sais, on pourrait les ramener. Puis là, je ne sais pas trop comment ça marche, ce système-là, mais à un moment donné, ils se retrouvent de la bière d'une autre compagnie dans de la. Tu sais, ils se retrouvent de la bière Heineken dans une bouteille Budweiser, puis tu sais, c'est correct. Mais nous, à l'échelle qu'on fonctionne, tu sais, on ne peut pas demander aux gens d'acheter toujours notre produit puis de nous ramener le pot, tu sais. C'est sûr que s'il y a des gens qui me ramènent le pot, moi, je vais le réutiliser. Mais ce que j'ai choisi de faire, c'est d'utiliser que des pots maçons, par exemple. Donc, ça coûte un petit peu plus cher que les autres pots commerciaux qu'on peut voir, par exemple, où, tu sais, à l'épicerie, là, les capres, la moutarde, tu sais, il y a comme plein de pots là, qui sont des pots de conserve, mais qui ne sont pas des pots maçons. Puis le pot Mhm. maçon, sa particularité, c'est que personne ne les jette. Tu sais, personne ne jette un pot maçon, surtout si l'étiquette se décolle bien. Donc, moi, j'ai développé un procédé savant pour coller les étiquettes. Je me suis fait féliciter. Il y a des gens qui m'ont écrit pour dire à quel point c'était bien parce que ça se décollait très facilement. Donc, on se retrouve avec un pot maçon qui se recycle, qui se réutilise, puis avec lequel on peut faire nos propres conserves. Donc, si les gens ne me le ramènent pas, je les invite à le donner à leur grand-mère, à leur tante, à leur soeur, à leurs frères, à leurs enfants, pour qu'ils fassent des conserves avec. Ils vont pouvoir le réutiliser. Donc, ça, c'est ce genre de choix-là que j'ai fait à la base de mon entreprise pour que ça demeure le plus local possible. Je me suis aussi dit que mes produits, ben, ça se vendait en Gaspésie, maximum Rimouski. Il va peut-être avoir des moments spéciaux dans l'année. J'ai de la famille au Saguenay, j'ai des amis à Montréal, il y a plein de gens qui aimeraient goûter à mes produits. Fait qu'à un moment donné, Il y a ça se peut que je fasse clairement des des gens en livraisons. ligne là, du Saguenay qui voudraient goûter à tes produits, c'est sûr. Ben, c'est ça. Fait que ça se peut que je fasse des livraisons spéciales pour que les gens puissent découvrir ce projet-là. Mais mon idée, c'est de faire de la mise en marché le plus local possible aussi. Là. Je sais Puis, pas une trop autre c'était question quoi que la j'avais pour toi, question. Myriam, c'est, tu sais, tu as parlé un peu de ton association, tu sais, des maraîchers biologiques. Est-ce que c'est exclusivement avec des maraîchers biologiques que tu as développé des partenariats? Oui, pour l'instant, oui. Oui. Ça s'est fait un peu naturellement dans le sens où la plupart des fermes de maraîchage diversifiées sont biologiques. Tu sais, qui ferait un système de panier pas bio? Tu sais, ça serait se donner beaucoup de troubles pour rien dans le sens que tu sais, tu cultives 50 sortes de légumes, tu sais, c'est pas super efficace tu sais, au niveau de la mécanisation puis tout ça. Fait que, il faut quand même vendre les légumes à un certain prix. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je sais pas comment dire, mais ces fermes-là choisissent, en fait, j'en ai aucune idée, là, mais à 90%, je dirais, de faire soit d'avoir une certification ou de cultiver en régie bio sans se faire certifier. Là. Donc, moi, c'est pas nécessairement, tu sais, je trouve pas ça j'ai pas besoin que les fermes avec lesquelles je fasse affaire soient certifiées, mais ça donne qu'elles le sont toutes, les petites fermes comme ça dans Baie des Chaleurs. Là. Donc, ça s'est fait naturellement. Puis, je sais pas, parce que je pense que tu as quand même une bonne expérience aussi du côté maraîcher. Tu m'avais dit que tu as quand même promené beaucoup dans différentes fermes. Est-ce que tu as vu une différence un peu sur le terrain entre des fermes de maraîchage biologique ou conventionnel? Je ne sais pas si tu as vu quelque chose sur le terrain de différent dans leur pratique. J'ai pas travaillé sur des fermes conventionnelles, fait que je suis pas à même de commenter vraiment le. Faudrait demander à un maraîcher. On demandera à Étienne Goyer dans peut-être une prochaine entrevue. Ben, c'est ça, ouais. Ça serait la bonne personne pour parler de ça. Ben, Euh, et plein d'autres, tu sais, ça serait intéressant de l'entendre là-dessus, ouais. Clairement, clairement. Puis tu sais, quand on en Parce que, revient juste sur l'enjeu du gaspillage alimentaire que tu disais, bon, ben, tu as vu dans les fermes maraîchères un peu c'est quoi la situation que, comme tu disais, tu sais, finalement, ça finit au compost, donc c'est peut-être pas le même gaspillage alimentaire qu'on s'imagine à la maison. Euh, Comment ton initiative, toi, tu vois que ça vient diminuer le gaspillage alimentaire dans l'équation?
Ben, comment je pourrais dire, tu sais, c'est tous les légumes que j'ai vendus transformés, ou on va dire à 80%, là, 80% des légumes que j'ai vendus transformés, ce serait probablement ramassé au compost. Ou, tu sais, aurait peut-être été vendu à rabais ou je sais pas, là, mais tu sais, donc, tu sais, mon impact n'est pas si grand à l'échelle planétaire parce que mon projet est minuscule à comparer à tout ce qu'on voit. Mais là où je transforme un légume, ben, la plupart du temps, il serait invendu. Donc, ou non récolté. Donc, ça serait là l'impact. Mais c'est que là, les fermes ici, comme tendent à croître un petit peu aussi. Donc là, moi aussi, il faudrait que j'accroisse ma production pour que ça continue d'avoir le même pourcentage d'impact. Donc, c'est vraiment cette année, je dirais, que je vais pouvoir voir, là, avec les fermes, quel pourcentage de légumes serait allé au compost, puis aurait, si je les avais pas transformés. Mais l'année passée, c'était ma première saison complète. Donc, la première année, c'était une demi-année, puis c'était beaucoup, beaucoup de la recherche. Donc, on n'a pas vendu énormément de produits. Donc Développer là, des c'est nouveaux produits aussi, j'imagine. ben, un produit pour chaque légume, puis des fois 2, 3 produits par légume. Donc, c'est aussi de se roder là-dedans parce qu'il faut être efficace, parce que sinon, ça ne marche pas. Là. C'est ça. Donc, moi, cette année, je dirais c'est ma deuxième vraie saison. Puis là, je suis organisée, puis j'ai fait des modifications à mes infrastructures aussi pour être capable d'accueillir plus de légumes. Donc là, c'est là qu'on va pouvoir dire à la fin, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente en termes de par rapport aux productions de chacune des fermes, ce qui se serait ramassé au compost, puis ce qui s'est ramassé dans les pots à la place. Là. Puis est-ce que quelque chose que moi que je trouve intéressant, tu sais, comme réflexion que tu as eue aussi, c'est tu veux produire, je pense, un produit le plus local possible. On en parle de plus en plus actuellement avec l'achat local depuis le début de la crise sanitaire. Mais j'imagine que tu as à travailler avec certains produits qui ne sont pas nécessairement disponibles soit dans la saison que toi tu les transformes ou encore qui sont disponibles au Québec. C'était quoi un peu ta réflexion là-dessus? Puis quelle solution tu as trouvé? Bien, en fait, je pense à un produit, entre autres, qui est probablement le seul produit que je ne suis pas capable à l'heure actuelle de trouver de façon éco-responsable, entre guillemets, qui est le piment coréen, qui rentre dans la composition du fameux kimchi. Puis quand j'ai commencé mon entreprise, moi, là, le kimchi, là, je pensais pas que ça allait faire un buzz de même en Gaspésie. Là. Parce que tu as parti vraiment une mode du kimchi, là. Bien, elle était déjà entamée. Il y avait des prédécesseurs là, quand même qui avaient un amour pour le kimchi. Tu sais, Étienne et Sonia du Jardin du Village cultivent des légumes asiatiques depuis un bon bout de temps. Il y avait des ateliers de kimchi qui se donnaient avant donc, que j'arrive dans le portrait. Moi, je faisais du kimchi depuis un bout de temps. Puis on s'est rencontrés, on faisait du kimchi ensemble. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, bon, mais c'est en faisant... En fait, le clou dans le projet, c'était vraiment une fin de semaine qu'on faisait notre kimchi chez Étienne et Sonia. Puis là j'ai dit, là, l'année prochaine, on en vend, là, comme on le fait pour vrai. Là. Puis c'était ça un peu qui m'a donné le kick. Là. C'était au mois de novembre. Puis mon projet, il était parti l'année d'après, là, pour la saison d'après. Fait que le kimchi, on est parti de cet amour-là. Mais moi, je pensais vous faire beaucoup plus de conserves, avec traitement de chaleur là, qui se conserve tablette, tout ça. Finalement, j'ai fait des cornichons lacto-fermentés, de la choucroute, du kimchi, plein de lacto-fermentation. Puis c'est parce que en fait, ça se vend très bien. Les gens adorent ça. Puis il y a tout un engouement pour ça. Puis ce que j'ai découvert, c'est que cette pratique-là est vraiment écologique parce que, tu mets du sel dans les légumes, tu contrôles la température. Évidemment, ça te prend des contenants appropriés, mais j'ai pas besoin d'électricité pour faire des fermentations. Là. À aucun moment, à part si je veux les conserver au frigo là, pour des considérations de chaîne d'approvisionnement. Là. Mais théoriquement, c'est même un produit qui se conserverait tablette là, si on le faisait, si on faisait un petit peu plus de recherche. Là. Donc là, tu dis, tu pars d'un légume, tu rajoutes du sel, ça se fermente. Et là, kimchi, lui, il est fabriqué avec du piment coréen. Donc, tu sais, c'est pas beaucoup dans la recette. Là. C'est peut-être 0,2 %, je ne sais pas c'est quoi exactement. Mais ça s'est tellement vendu que là, moi, ça m'a créé un besoin de m'approvisionner dans ce piment-là.
Puis là, ça me dérangeait parce qu'il est disponible en bio, mais c'est une compagnie de la Californie qui l'importe directement de Corée du Sud. C'est très difficile d'y avoir accès. C'est extrêmement cher à cause du dollar américain qui ne cesse de... En fait, que notre dollar canadien dégringole. Donc, c'est pas le moment d'acheter des choses aux États-Unis et de se fier là-dessus pour s'approvisionner. Puis ça venait quand même de loin. Donc, moi, j'achète mon piment là, dans une épicerie coréenne à Montréal qui vend ça pour les restaurants. Puis, il est très bon, mais tu sais, il vient d'Asie, puis il est issu de l'agriculture conventionnelle. Donc, moi, ça me dérange parce que je planifie d'en faire beaucoup plus du kimchi. Donc, ce que j'ai fait c'est que j'ai développé des kimchi différents. Donc, je me suis mis à travailler avec les algues de l'entreprise Symbiosis, ici dans la baie des Chaleurs. Puis, je me suis mis à faire des kimchi qui ne piquent pas avec du gingembre qui pousse ici. Donc, tous les autres aromates qui vont dans le kimchi peuvent se récolter ou pousser ici. Donc, ça, c'est un produit local dans un sens, mais le kimchi qui pique, il est bon, puis les gens l'aiment. Donc, là, ce qu'on a fait cette année, puis c'est drôle parce qu'on a débuté ce projet-là avant le confinement, tu sais, avant qu'on ait peur que peut-être qu'on n'aurait plus de piment parce que ça vient d'Asie puis qu'on ne sait pas trop. Donc là, on a planté 2000 plants de piments coréens de différents cultivars et on fait des tests là, à 3 endroits différents dans la baie des Chaleurs. On va en faire pousser. Et puis là, l'idée, c'est de le faire pousser ici. Donc, c'est ça la solution. Fait qu'on verra. En attendant, je continue à m'approvisionner là où je m'approvisionnais, mais on essaie de transférer autant que possible la production de piment ici. Ça va peut-être donner lieu à des découvertes en termes de recettes. On va peut-être pouvoir faire du kimchi avec du piment vert. On va peut-être pouvoir faire du kimchi avec du piment frais au lieu de déshydrater. En tout cas, il y a toutes sortes de possibilités. Et puis, on va peut-être se mettre à faire du kimchi avec d'autres piments qui poussent mieux ici. En tout cas, les paris sont ouverts, mais là, on est dans la découverte. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est une réflexion que beaucoup de monde ont présentement, beaucoup d'entrepreneurs ont présentement, à savoir avec les enjeux d'approvisionnement qu'il y a eu récemment, comment ils peuvent se tourner de bord rapidement. Fait que je trouve que tu apportes deux solutions super concrètes qui est, un, soit de pouvoir le cultiver localement, ou encore, comme tu as fait, c'est d'innover puis d'essayer d'autres recettes qui vont, même si c'est pas pareil, qui vont devenir un produit en soi puis qui est intéressant aussi. Fait en tout cas, ben, c'est vraiment intéressant parce que l'approvisionnement, je pense que c'est un enjeu pour beaucoup de monde présentement. Ouais. Puis tu sais, moi, j'ai quand même une philosophie où il faut... comment je pourrais dire? On essaye des choses. Moi, la première année, c'est ça, c'est le piment, comme je disais, ça représente une quantité infinitésimale de la recette. Ça me permettait de transformer quelques tonnes de légumes qui seraient autrement invendus. Donc moi, de cette façon-là, je me disais, coudonc, c'est vraiment pas si pire que ça. Ben c'est ça, à partir du moment où on grossit, ben, on se pose la question, est-ce que je suis encore correcte avec cette décision-là ou pas? Est-ce que je veux partir une production puis mettre en marché un produit de façon un petit peu plus massive en Gaspésie en sachant que mon piment, fait que là, c'est de commencer tout de suite à chercher d'autres solutions puis puis de pas se dire, bon, mais là, je peux pas, c'est absolument de ce piment-là que j'ai besoin, mais de pas se dire non plus, je vais arrêter de l'utiliser parce que il vient de loin, parce que sinon, ces légumes-là, ils vont aller où? C'est des ravioles, des daikons, je ne mettrai pas ça en conserve, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça à part du kimchi. Fait que c'est de choisir qu'est-ce qui est mieux, puis de continuer toujours de se poser la question, puis d'avancer là-dedans, mais sans non plus s'auto-flageller en disant c'est pas parfait, parce que il n'y a rien de parfait. Puis l'autre affaire aussi, c'est que, là, on va dire, coudonc, là, tu transformais des surplus, puis là, tu es rendu que tu fais pousser des produits exotiques en Gaspésie. Puis, il faut garder en tête que c'est pour transformer des légumes qui poussent très bien ici, là, dans notre climat froid. Donc, je ne suis pas en train de faire pousser des oranges dans une serre pour dire on va remplacer les agrumes par des agrumes d'ici. De dire c'est une épice. On se rappelle que les humains ont voyagé depuis la nuit des temps pour trouver des épices. Ça met du soleil dans nos plats, puis ça nous rend heureux là, de goûter à ça. Donc, en tout cas, s'il y en a qui veulent faire pousser des épices ici, là, moi, je trouve ça génial. On va y mettre en contact avec toi, Myriam. Un autre aspect que je voulais parler avec toi, Myriam, c'est de ton camion. Je pense que c'est pas mal probablement un des aspects que les gens, on voit qu'on a des questions sur ton camion, on va y revenir à la fin, mais
beaucoup de gens pourraient dire, bon, ben ton camion, ça consomme de l'essence, les gens n'ont pas vu sur les photos, mais il y a des bonbonnes de propane. Tout ton processus aussi demande certains, bon, comme tu as dit, tu as parlé des pots maçons, de l'emballage, ça a un impact environnemental. C'était quoi ta réflexion, toi, quand tu t'es lancé en affaires par rapport à ça? Puis c'est quoi tu as fait justement pour essayer de minimiser le plus possible ton impact environnemental? Ben là, au début, j'ai fait des recherches pour voir si je pourrais pas avoir un camion électrique. Là, tu sais, mon camion, là, moi, il était usagé. Il m'a coûté, je sais pas, le 7 000, je pense. Là. Après ça, c'était pas mal plus cher que ça, le transformer. Là, mais en tout cas, tu sais, fait que j'utilise quelque chose qui est déjà là. Bon, je l'ai amené de Montréal jusqu'ici. C'est à peu près le plus long chemin qu'il a parcouru dans sa courte vie depuis que j'en suis propriétaire. Tu sais, je te dirais que je fais plus de millage, tu sais, pour aller à l'épicerie là, qu'avec mon camion. Tu sais, parce que moi, ma philosophie, c'est parce qu'au début, je voulais tout le temps me stationner sur des fermes. Puis à un moment donné, ben, tu sais, je me suis dit, qu'est-ce qui prend le plus de gaz? C'est d'amener les légumes là où est le camion ou c'est d'amener le camion là où sont les légumes. Tu sais. Puis peu importe, quand la réponse c'est une chose, ben le camion reste là. Puis quand la réponse est autre chose, le camion se déplace. Fait que, tu sais, si je fais 300 km par année avec mon camion, tu sais, je pense que je dois le remplir de gaz 2 fois dans l'année. Fait que pour l'instant, je ne l'ai pas promené beaucoup. J'aurais aimé ça le promener plus un petit peu à des fins éducatives, là, mais ça viendra peut-être plus tard. Donc, pour ce qui est de ça, moi, je me dis, mon Dieu, si j'avais transformé mes légumes à l'école des pêches, ben, j'aurais fait bien plus de kilométrage avec ma voiture remplie de légumes. Donc, le camion en soi, finalement, on s'entend, c'est quasiment une solution. Par rapport, mettons, au modèle de légumes qui voyage beaucoup, c'est probablement une des façons pour avoir le moins, en tout cas en termes de GES émis, c'est probablement une des façons pour toi qui a le moins de GES émis là, dans l'équation. Ben, pour ma réalité à moi, dans un village en Gaspésie où effectivement il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, mais tu sais, par rapport à la transformation, mais tu sais, peut-être si quelqu'un habite dans le coin de Victoriaville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, où il y a énormément de fermes, puis il y a probablement pas mal plus de cuisines de transformation qu'ici au kilomètre carré, ben peut-être que la solution à ce moment-là, ça aurait été de louer une cuisine. Puis, tu sais, ça aurait été moins glamour, mais ça aurait fait la job quand même, tu sais. Fait que, tu sais, oui, c'est une solution. Tu sais, mon camion, c'est aussi une solution pratique à un problème d'infrastructure qui n'était pas nécessairement disponible. Puis ça se corrige, mais en premier, il faut voir c'est quoi les besoins. Donc, tu sais, c'était comme la poule ou l'œuf, là. Tu sais, on ne construit pas une usine avant En tout cas, moi, je ne me sentais pas à l'aise de construire une usine, tu sais, avant de voir où c'est que ça allait amener ce projet-là. J'aimais mieux faire des erreurs de design dans mon camion, tu sais, que dans un bâtiment, mettons. Fait que ça, c'était la première chose. Puis les bonbonnes de propane pour la mise en conserve, c'est vraiment la chose la plus efficace qui existe. Tu sais, ça prend beaucoup moins d'énergie de cette façon-là qu'avec de l'électricité. Puis là, ça aurait fait que mon camion, il aurait eu besoin de plus que 220 volts. Là, mes ronds sont immenses, tu sais, pour mettre l'autoclave dessus puis les gros chaudrons. Fait que c'était vraiment le compromis que j'ai fait en matière d'autonomie puis d'efficacité aussi. Mais comme je le dis, finalement, de la conserve, j'en fais pas tant que ça. Fait que, fait que quand je peux faire des lactofermentations, je le fais. Puis quand je fais des conserves, c'est souvent par souci de la chaîne d'approvisionnement. Là. Donc, tu sais, c'est pas tous les maraîchers avec qui je travaille qui ont des permis de transformation. Donc, tu sais, ils peuvent pas vendre des produits réfrigérés. C'est ça, c'est pas toutes les fermes qui peuvent vendre des produits réfrigérés. C'est pas toutes les infrastructures de transport qui existent aussi pour transporter ces produits-là, même pas loin, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, les conserves, ça vient combler ce problème-là. Mais sinon, moi, je me suis vraiment tournée vers les fermentations là, parce que c'est magique. Là, dans le fond, ça existait avant qu'il y ait des frigos. C'était pour conserver les légumes. Fait que, en tout cas, moi, il y a une petite station que j'ai bien aimée. J'ai suivi un cours de lactofermentation à l'Institut de technologie agroalimentaire. J'aime ça aller prendre des formations là-bas, de la formation continue pour venir ajouter là, des cordes à mon arc puis m'informer sur ce qui se passe, la recherche actuelle puis tout ça. Il y a un grand Manitou de la fermentation qui s'appelle Tony Savard. Lui, il est comme directeur d'une chaire de recherche. Une chaire de... Y es-tu là?
Non, Non? je pense pas qu'il était en ligne. Peut-être sur Facebook Live. C'était comme, oh mon Dieu! Mais non, mais tu sais, c'est comme un directeur d'une chaire de recherche super importante là, au CRDA qui fait de la recherche sur les fermentations depuis 20 ans au moins. Puis lui, il dit tout ce qui se marine se fermente. Parce que vraiment, les marinades qu'on connaît aujourd'hui, elles sont arrivées après les fermentations. Quand on a inventé la fermentation acétique, puis là, maintenant, on peut commander du vinaigre qui est fait dans une usine, qui est fait aussi par fermentation, puis là, on l'ajoute à nos légumes pour les acidifier. Mais avec les fermentations, on acidifie notre légume de façon naturelle avec les micro-organismes qui existent déjà. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est ma solution à utiliser moins de propane, Puis je suis contente de faire cette entreprise-là en ce moment. Parce que, tu sais, oui, je donne des cours de lactofermentation, puis les gens, tu sais, veulent apprendre, puis tu sais, ils savent pas tous et toutes comment faire. Mais il y a 20 ans, c'était pas populaire. Tu sais, il aurait fallu que je fasse de l'éducation juste pour pouvoir faire goûter mon produit. Tu sais, fait que ce travail-là, il a été fait, puis les gens sont à l'écoute, sont ouverts à ces alternatives-là, sont ouverts à goûter, tu sais, à des algues, à des produits fermentés, à des choses comme ça. Donc, tu sais, tous les entrepreneurs comme moi, on est chanceux, dans le fond, d'exister à ce moment-ci parce qu'on peut aller plus loin. On n'a pas besoin de partir de zéro, tu sais, à ce niveau-là. Là. Puis là, ce que les gens ne savent peut-être pas, parce que tu ne l'as pas encore dit, Myriam, mais tu étais en train de devenir une superstar là, avec tes cours en ligne. Tu es rendu à quoi? 3500 inscriptions à ton prochain atelier virtuel? Ça, ben, c'est quand même ça aussi intéressant parce que là, tu permets aux gens de découvrir les lactofermentations puis la mise en conserve chez eux, vraiment directement à partir de chez eux. Fait que je ne sais pas si tu voulais glisser un petit mot aussi sur tes ateliers qui s'en viennent, comme on a l'occasion, il nous reste encore un petit peu de temps. Ben oui, je peux bien en parler un petit peu. Écoute, j'essaie de ne pas trop penser à ce chiffre-là, Dominique, parce que ça me fait peur. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir créé un monstre, mais c'est un gentil monstre, mais il faut que je l'apprivoise tranquillement. Mais oui, c'est ça. Le mois passé, dans le fond, je me suis lancée dans les ateliers en ligne parce que moi, mon volet d'atelier qui se passait en personne, en vrai, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, parce que c'est rendu quasiment comme moins la norme que les choses là. Là, c'est plus la zoomite, là. Oui, c'est ça. Puis moi, j'avais toujours été réticente à ça. Je me disais, les concerts, c'est fait pour se rassembler. Comment les gens vont apprendre en étant devant un ordinateur? Je veux les rencontrer, je veux pouvoir leur parler, je veux qu'on le fasse ensemble. Mais ce que ça générait comme problème que j'avais pas nécessairement vu, c'est que, tu sais, souvent, je pouvais me déplacer, par exemple, à Sainte-Anne-des-Monts puis donner un atelier d'introduction, tu sais. Bon, puis là, après ça, il y en a qui voulaient aller plus loin, mais c'était pas tout le monde. Fait que là, tu sais, souvent, j'arrivais pas à me rendre au deuxième puis au troisième atelier qui permettait vraiment de maîtriser, tu sais, la mise en conserve puis de voir aussi au fil de l'apprentissage comment on s'organise pour mettre en conserve nos récoltes. Parce que, tu sais, c'est là-dessus que mes ateliers sont basés. Tu sais, dans le fond, moi, je prépare les gens à transformer les légumes de leur jardin ou des fermes du coin pour en manger plus l'hiver. Puis les gens sont super ouverts à ça en ce moment aussi. Donc, mais ça me permet, vu que c'était si loin, tu sais, en Gaspésie, encore une fois, de se déplacer, ben j'arrivais pas nécessairement à rejoindre autant de gens que je voulais. Puis il y a des gens qui m'écrivaient, qui disaient « Ah, moi, j'habite dans tel village, c'est à 40 km de ton atelier, j'aimerais ça y aller, mais c'est un peu loin. » Là, je me disais, il faut que j'aille dans tous les villages, tu sais, je veux dire, c'était comme pas possible de remplir cet objectif-là. Puis à cause de la pandémie, puis ben, tu sais, j'ai dû tout annuler mes ateliers. J'en avais comme 25 de prévus à peu près. Toutes les salles étaient louées, puis tout ça. Puis dans le fond, ça m'a poussée à me questionner. Puis là, ben, je suis embarquée sur des ateliers en ligne. Mais là, ce que ça a comme impact, c'est que je peux accompagner les gens sur plus longtemps. Tu sais, on se fait des cohortes sur 3 semaines. Puis là, les gens peuvent me poser des questions sur Facebook, par courriel. Je suis super disponible pendant ces 3 semaines-là. Il y a 3 modules. Les gens font des essais, m'envoient des photos. C'est-tu normal? Il y a telle affaire, ça fait des bulles, mon pot déborde. Tu sais, ça nous rassure. Puis je réalise qu'il y a peut-être plus de monde, finalement, qui suivent mes cours, qui vont faire des fermentations ou des conserves que s'ils se déplacent juste une fois pour le faire. Donc, finalement, ça a un impact positif. Puis, ça me permet d'enseigner à des gens, tu sais, oui, à l'extérieur de la Gaspésie, mais aussi en Gaspésie, qui n'auraient pas pu se déplacer à Caplan, à Saint-Anne-des-Monts ou à Gaspé. Fait que ça, c'est magnifique. Puis moi, c'est mon rêve. Tu sais, je viens plus d'un domaine, tu sais, je pense que je t'en parlais, Dominique, avant, j'étais agente au matériel éducatif dans une ONG pan-canadienne. On faisait des campagnes de plaidoyer sur
les compagnies minières canadiennes, la justice climatique, la souveraineté alimentaire, qui était vraiment mon dada. Puis moi, l'éducation, c'est ça que j'aime, c'est ce que j'aime faire. Donc là, ça me donne cette opportunité-là. Je trouve ça passionnant de rencontrer des gens qui aiment faire des conserves, qui veulent mettre en conserve plus de récoltes, Puis je pense que mon impact est beaucoup plus grand là. Tu m'as demandé, Dominique, c'est quoi l'impact du camion? Bien, ça me permet de faire des tests, de vendre des produits, oui, puis tout ça. Mais je pense que l'impact est beaucoup plus grand quand on outille les gens à le faire eux-mêmes. je dis souvent dans mes courriels, ben, je ne peux pas transformer tous les légumes invendus de la Gaspésie toute seule, mais c'est la mission de mon entreprise. Fait que, si vous voulez vous y mettre, ben, moi, je peux vous donner des trucs. Là. Fait que c'est ça, j'organise des ateliers gratuits où je monte la base, puis dans le fond, les gens, ça leur permet de voir s'ils ont envie de poursuivre ou si, peut-être une autre année, ou aussi, j'explique un peu l'équipement qu'on a besoin, donc, les investissements que ça prend. Donc c'est ça. Puis ensuite, ben, là, les gens peuvent s'inscrire à mon cours payant là, qui dure 3 semaines. Puis c'est le fun là, parce que ça me permet d'être vraiment là pour enseigner pendant ces 3 semaines-là. Là. Ben, chapeau, puis je trouve que c'est une belle porte d'entrée aussi pour les gens, peut-être à réapprendre, comme tu dis, à cuisiner, redécouvrir les fermentations, puis les produits d'ici, à Gaspésie.